Bonjour Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Vous publiez chez Fayard La France est-elle finie? Mais contrairement à ce qu'indique le titre, ce n'est pas un pamphlet, c'est un livre dense et ambitieux, plutôt un examen de conscience, une relecture des politiques de ces 40 dernières années, des combats auxquels pour certains vous avez participé, où vous racontez, vous analysez comment la gauche française s'est convertie au néolibéralisme, à la mondialisation, aux abandons de souveraineté. Et dans cet examen-là, il y a un homme à qui vous faites porter une responsabilité écrasante. C'est François Mitterrand. À vous lire, on a l'impression que c'est à lui d'abord que l'on doit le marasme actuel de notre pays, Jean-Pierre Chevènement. Non, je pense qu'il vient de beaucoup plus loin, malheureusement, et qu'il y a un doute sur la France qui est installé dans nos élites depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Oui, mais on va peut-être pas remonter aussi loin. Mais il est important de se rappeler ce petit livre de Drieux-La Rochelle qui s'appelle Mesures de la France. Et je ne formule pas un acte d'accusation contre François Mitterrand, bien évidemment. J'essaye de comprendre les choix qu'il a faits. Car en réalité, la France s'est en effet ralliée au néolibéralisme dans les années 80. Alors qu'elle était venue au pouvoir pour appliquer un tout autre programme dont je pourrais parler en connaissance de cause, puisque j'étais chargé de la rédaction des programmes socialistes dans la période d'avant 1980, dans la période qui a suivi le Congrès des Mais Pinèdes. puisque vous remontez à la Première Guerre mondiale, et puisque vous faites le spéléologue, dites-vous, l'archéologue de l'idée européenne, vous avez la conviction aujourd'hui que pour François Mitterrand, la France était morte depuis 1940. Je pense que François Mitterrand a vécu, il est d'abord né en 1916, Oui. C'était la bataille de Verdun, il a vécu l'effondrement de la France, son tragique isolement dans les années 30, mais le véritable auteur de ce qui fait qu'aujourd'hui la France est un pays démuni, un pays qui ne sait plus où il va, qui n'assure plus l'avenir de sa jeunesse, c'est quand même Jean Monnet. C'est lui qui a proposé de reconstruire l'Europe sur une base qui marginalise les souverainetés nationales, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire les peuples, pour construire un grand marché. En soi, ce n'était pas une mauvaise idée. L'idée du grand marché, moi je n'ai rien contre, je ne suis pas un anti-européen. Mais je pense que réduire l'Europe à sa dimension purement économique, en faire seulement un marché, réduire le politique à n'être plus rien qu'une instance d'acquiescement. Hein, Jean Monnet le dit très clairement. C'était un début, c'est devenu ensuite une construction politique, l'Europe, Jean-Pierre Chevènement. Jean Monnet dit très clairement que son but est de faire en sorte que les gouvernements ne soient plus que des instances d'exécution. Je le cite. D'ailleurs, tout mon livre est appuyé sur des citations rigoureuses. Et de ce point de vue-là, on voit bien qui nous a conduits à la situation où nous sommes. La libération des capitaux à l'égard de tous les pays extérieurs, y compris les paradis fiscaux, c'est l'acte unique. L'acte unique 1987, voté par les socialistes, mais aussi par la droite, alors majoritaire, négocié quand même 2 ans avant par Roland Dumas à Luxembourg. La concurrence libre et non faussée, administrée par la seule commission, c'est là encore l'acte unique. La fin de toute politique industrielle, la libéralisation des services publics, la Banque centrale européenne indépendante et la monnaie forte, ça se fait en 2 temps, 1983, 1992. On en voit le résultat. C'est une entreprise mal pensée, mal conçue, qui juxtapose des pays dont la structure économique et l'orientation politique sont très différentes. À un moment donc où la gauche est au pouvoir, avec François Mitterrand, la gauche française croyait en 81, tel Christophe Colomb, écrivez-vous, découvrir les Indes, c'est-à-dire le socialisme. Elle a découvert l'Amérique, c'est-à-dire le néolibéralisme. Le mirage européen lui a fait perdre le peuple français. C'est notamment le tournant de 83 que vous racontez à nouveau en détail dans ce livre, ce tournant où Mitterrand est pris entre 2 sources d'influence très différentes. Vous, Jean Ribou d'un côté, de l'autre, Delors.
les Rocardiens, une partie de son cabinet. Non, Mauroy et les cabinets essentiellement de Rivoli de Bercy, appuyés sur la technostructure d'alors, M. Candessus, Et c'est le moment directeur décisif. du Trésor, et M. de la Genière, gouverneur de la Banque de France. Et c'est le moment décisif, 83. C'est le Oui, moment c'est où... le moment décisif parce qu'il se crée à ce moment-là quelque chose d'irréversible. Lionel Jospin parlera de parenthèse libérale. Elle a été ouverte, elle n'a jamais été refermée. Et nous avons accepté en Europe la politique que faisait Thatcher en Grande-Bretagne et Reagan aux États-Unis, c'est-à-dire une déréglementation généralisée, 300 directives de déréglementation prises en application de l'acte unique, donc la croyance en l'efficience des marchés, la théorie de Milton Friedman, qui s'applique à l'Europe avec les résultats que nous voyons aujourd'hui. Mais la question que je pose, c'est peut-on faire confiance aujourd'hui pour nous tirer d'affaire à ceux qui nous ont mis dans cette situation? C'est-à-dire les socialistes. Les socialistes à la droite, parce que je crois que ils ont mené la même politique. Mais... Rappelez-vous qu'ils ont voté ensemble l'acte unique et qu'ils ont voté ensemble pour le traité de Maastricht en 1992. Donc ce sont des responsabilités solidaires. Mais un mot particulier pour la gauche, vous écrivez « Les socialistes tournent comme des ours en cage dans la contradiction où les a enfermés Mitterrand depuis 25 ans. Un mot encore sur Mitterrand et puis on arrêtera avec lui. Mais il se trouve qu'on va célébrer les 15 ans de sa mort. Il fait la une de Match aujourd'hui. Il y aura un aéropage socialiste samedi à Jarnac avec Martine Aubry, Ségolène Royal. Que dites-vous de cette nostalgie Mitterrand ou de cette dévotion aujourd'hui? Vous savez, François Mitterrand est quand même l'homme qui a mis la gauche au pouvoir. Ça n'était pas à la portée de n'importe qui. Et tous ceux qui l'ont connu gardent de lui le souvenir d'un homme d'une immense culture, d'une très grande expérience, d'un très grand savoir-faire. Et au fond, ce qui met les socialistes aujourd'hui dans la difficulté, c'est que Mitterrand leur a fait endosser tous les choix néolibéraux au nom d'une conception généreuse, qui est celle de l'Europe, mais d'une Europe mal conçue, d'une Europe qui niait les nations, qui sont, qu'on le veuille ou non, la brique de base de toute construction internationale, qui sont le lieu de la démocratie, le lieu de l'élaboration de projets qui soudent les hommes entre eux. Et par conséquent, il y a une intrication qui n'a pas pu se défaire entre ces choix néolibéraux des années 80-90 et d'autre part le choix de l'Europe, mais d'une Europe qui repose sur un pari tout à fait hasardeux qui est celui de la monnaie unique. On le voit bien, la monnaie unique est en crise. Je ne dis pas qu'elle va disparaître. Et vous ne proposez pas d'en sortir? Je ne propose pas d'en sortir parce que j'étais contre le traité de Maastricht. J'étais contre le décollage de l'avion. Maintenant, l'avion a décollé. Je ne propose pas de sauter par le hublot. Je propose de se rapprocher de la cabine de pilotage, de prendre en main les commandes et de réaliser l'atterrissage en douceur, de préférence en changeant les règles du jeu de l'euro. Et sur 3 points, premièrement, une modification des statuts de la Banque centrale pour qu'elle privilégie l'emploi, une initiative européenne de croissance, le rachat des titres de dette par la Banque centrale des pays menacés, plutôt qu'on laisse cette affaire aux Chinois, et puis enfin l'émission d'eurobonds dans des conditions qui pourraient être discutées, mais qui marqueraient davantage la solidarité financière des pays européens.